L'invité du jour. L'invité du jour sur Espoir FM. Parmi les thèmes engagés pour cette 10e édition du Festival international de journalisme, il y a ce thème de la zone interdite aux journalistes, de la ou des zones interdites aux journalistes à travers le monde. Et il y avait à partir de 10h30 une conférence au cours de laquelle on a eu l'occasion d'entendre le témoignage vidéo de Rami Abou Jamous, un correspondant de guerre palestinien. On va en parler de ce témoignage qui a été débriefé avec Marie-Jo Safer, qui est donc Sader, journaliste au Monde. Bonjour Marie-Jo. Oui, bonjour. Juste pour rappeler, on a la discussion portée sur Gaza essentiellement. Exactement. Donc, Rami Abou Jamous est à Gaza. Il est à Gaza et donc vous avez parlé de la difficulté. On va revenir sur son témoignage. C'est un témoignage pris sur le vif. On voit un petit peu la difficulté, les détails de la petite vie normale pour nous, les petits gestes tout à fait banal de la vie qui pour eux deviennent un véritable combat jour après jour, sans compter sur ce décorum d'un territoire de guerre assez féroce. Vous, aujourd'hui, vous avez la chance d'être arabophone, ce qui vous permet d'avoir un contact régulier avec les habitants de Gaza, les Gazaouis, de saisir les subtilités de la langue, de pouvoir les accompagner jour après jour et de pouvoir produire des articles de manière assez régulière. Oui, tout à fait. Vous avez mentionné que j'étais arabophone, ce qui est effectivement un outil très important parce que on va pouvoir bien sûr discuter avec des personnes bilingues qui vont parler d'autres langues comme l'anglais, mais ça va nous priver d'une grande partie de la population, de plusieurs strates de la société. Et donc, le fait de maîtriser la langue va pouvoir permettre de rentrer en contact avec eux directement, d'avoir leur récit, de leur poser un tas de questions. Comme vous l'avez dit, et ce qui a été le message aussi de Rami Abou Jamous, c'est que non seulement quand on est journaliste sur place comme il l'est, il faut informer malgré tout alors que le territoire est fermé, mais il faut survivre malgré tout, et ça passe par se procurer de l'eau, du bois pour faire du feu parce qu'il n'y a pas de gaz. Moi vraiment je n'ai pas de mal à l'assumer, je dis toujours qu'ils ont été ramenés à l'âge de pierre, donc c'est vraiment des gens qui vivent à l'âge de pierre, c'est surréel. En fait, on va être accaparé, la charge mentale va être de survivre, de se procurer à manger, de pouvoir trouver de l'électricité pour charger son téléphone. Donc on va plein de fois pas pouvoir joindre des gens parce que le téléphone est mis à charge quelque part et ils essayent de pas y toucher pour vraiment la batterie soit... Il y a des panneaux solaires, il y a des cafés qui vont permettre cela. Et ce qui fait que non seulement c'est un territoire coupé de la presse internationale, mais en plus de ça, pour pouvoir le couvrir, on a plein d'obstacles. Comme par exemple le fait de ne pas avoir Internet tout le temps, de ne pas avoir d'électricité tout le temps pour pouvoir communiquer avec les gens proprement. Pour revenir sur Rami Abou Jamous, on le disait, donc il est correspondant de presse à Gaza. Il a dit une phrase très très forte, il a dit « les journalistes sont condamnés à mort ». Oui, tout à fait. Il dit on est des condamnés à mort et je pense que à la fois c'est le statut de journaliste parce que quand on est journaliste dans la bande de Gaza, on s'expose à être une cible de la part de l'armée d'occupation israélienne. On a plus de 220 journalistes qui ont été tués. De journalistes gazaouis. Alors certains ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, donc on peut se dire que est-ce qu'on a intentionnellement tué le ou la journaliste parce qu'elle était en train d'informer ou de filmer ou de faire son direct? On se pose la question. Il n'y a bien sûr aucune justice qui a eu lieu jusque-là, c'est le grand problème. Et puis il y a tous ces journalistes tués comme tous les Gazaouis chez eux, dans la rue, bombardés avec toute leur famille. Ce qui fait qu'on a ce nombre très gros. Donc non seulement ça pose la question de est-ce qu'on est en train de viser délibérément les journalistes, mais ça pose aussi la question de dire on nous enlève des journalistes pour informer, donc il y en a moins. Entre les quelques-uns qui ont pu partir au tout début de l'offensive, surtout c'était les chevronnés qui sont partis, qui travaillent pour les grandes agences, l'AFP, New York Times et tout ça, et il est resté une partie qui a continué malgré tout, et dont un nombre, 200 et quelques ont été tués. Et il y a cette humilité qu'il faut cultiver pour décrire en fait l'innommable sans être sur place et garder aussi ce fil avec les populations. Moi, en tant que journaliste, je me dis, c'est quand même moralement, ça doit être un travail qui doit demander quand même aussi un petit contrôle psychologique parce qu'on peut vite aussi sombrer, pas dans le pathos, mais à minima. On se projette quand même. On se projette, oui. Dans le pathos, on est bon, on est OK pour le dire. Je pense qu'il n'y a pas de... tout à fait. Alors, faut le dire, c'est ingrat comme travail. C'est
très important parce que si on le fait pas, le territoire tombe dans le blackout, ce qui a été une intention déjà dans le fait de couper la presse étrangère. C'est l'intention, c'est le blackout. Et donc on va, en partenariat avec les journalistes locaux, on va essayer au maximum d'exposer ce qui s'y passe. Mais ça implique, comme je vous ai dit, donc déjà de pouvoir écrire pas comme on voudrait, pas librement, parce qu'on n'est pas sur place. Donc on a un devoir d'honnêteté envers le public, les lecteurs, les lectrices. Il faut qu'on dise qu'on a parlé à la personne au téléphone, qu'on a vu ça par appel vidéo, qu'on a un témoin ou un assistant qui est allé rencontrer les gens. Voilà, pour donner plus de densité à ce qu'on écrit, plus de crédibilité. Ce qui fait que dans la rédaction, ça demande beaucoup d'efforts. Ensuite, il y a cette frustration-là et la frustration de ne pas voir les gens, parce que c'est vrai que quand on est exposé à des récits aussi violents, quand on est reporter de guerre, on a au moins ce privilège d'être dans un lieu où collectivement on vit quelque chose. Et c'est pas dire que c'est la belle vie, mais au niveau mental, au niveau de la santé mentale, ça crée quelque chose. On est dans une communauté, tout le monde vit la même chose, et puis après, le soir, on a un débrief avec l'équipe, on va faire quelques blagues pour souffler, pour sortir. Alors que là, on est au téléphone, suspendu avec des personnes qui vivent des choses inhumaines, vraiment des enfants amputés, des personnes cancéreuses sans traitement, des enfants orphelins, et vous raccrochez et vous êtes au milieu de la vie française, la société. On fait un café, ceci, cela, et ça crée quelque chose de très très compliqué à gérer au quotidien. Ça s'infiltre dans votre quotidien et c'est compliqué. Vous vivez un peu à Gaza, quoi. On vit à Gaza alors que votre entourage ne l'est pas. Et c'est ça qui est très très compliqué. Justement, vous parliez du blackout qui se crée lorsque les journalistes se taisent parce qu'ils sont tués. J'aimerais qu'on revienne sur cette notion qu'on a un peu tendance à oublier. Ce n'est pas juste le journaliste en tant que journaliste, c'est vraiment une façon de faire plonger la bande de Gaza dans le noir aux yeux du monde. Bien sûr, parce que déjà, dès le 7 octobre 2023, lorsque le Hamas a perpétré son attaque, on a eu immédiatement une cloche qui a été mise sur la bande de Gaza. C'était fini, ils étaient coupés du monde et il y a un déluge de feu qui s'est abattu sur eux. Alors la présence des journalistes internationaux aurait été très très encombrante parce que non seulement il aurait fallu faire attention à leur sécurité, parce que tuer des journalistes palestiniens, ça passe plus que de tuer un ou une reporter de CNN. Donc il y avait déjà ça, et puis ça permet de pouvoir y aller sans avoir de témoins globaux. Et là où quelque part, même si je ne vais pas discuter si ça a été réussi ou pas, on voit qu'il y avait une intention délibérée, c'est que tout ce qui a été produit du territoire a été décrédibilisé. Donc quand vous êtes en Israël, les jeunes vous disent que ce sont des vidéos tournées par des acteurs et des actrices. Vous allez avoir, quand des journalistes sont tués, des campagnes pour dire que c'était un ou une terroriste. Donc on va avoir plein de récits, de propos, parfois des images pour dire que cette personne, quelque part, il y avait une justification, elle méritait d'être tuée. À partir de là, vous avez quelque chose qui va petit à petit pénétrer dans l'inconscient du lecteur, de la lectrice, du public, qui fait que on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe dans la bande de Gaza, en fait, parce que ces journalistes-là, c'est peut-être des terroristes. Et puis, les journalistes qui nous ressemblent, les occidentaux, ils ne peuvent pas y aller. Et par-dessus tout, maintenant, on a une série d'ONG très importantes qui avaient un travail de plaidoyer, de communication pour expliquer ce qui s'y passait, comme Médecins sans frontières, donc une organisation française, Handicap International, Save the Children, qui ont été bannis par Israël de travail et qui, donc, du coup, sont des sources d'informations dont on a été amputé aujourd'hui. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.